Eh bien bonjour, bon vendredi à tous. C'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes avec déjà nos invités sur ce plateau. Des invités qui vont commenter, analyser et même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Et comme vous le savez d'ailleurs, et vous aurez l'occasion de découvrir dans les kiosques aujourd'hui, la nouvelle expression parle de crise anglophone. L'ONU envisage un plan de riposte, c'est le grand titre du journal. Le journal fait savoir qu'une forte délégation venue de l'étranger vient de séjourner au Cameroun en général et dans la région du Sud-Ouest en particulier où la situation est très préoccupante. L'équipe de 7 membres a fait le point à Douala. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Et puis le journal s'intéresse aussi aux grandes opportunités. Pourquoi la décentralisation coince après l'annonce de Biya dans son discours de prestation de serment. L'expert explique pourquoi ce processus est donc encore long, absence d'une stratégie nationale, d'une charte de la décentralisation, d'un statut de l'élu local, d'un statut du personnel des collectivités territoriales décentralisées et puis d'une véritable autonomie financière. C'est en page 8 et 9 du journal La Nouvelle Expression qui parle également des maladies cardiovasculaires avec un zoom sur les formes aiguës. Professeur Daniel Lemogoum revient donc sur les urgences cardiologiques vasculaires en 2018 et sur l'intérêt même de renforcer les capacités du personnel soignant. C'est en page 7 du journal disponible ce matin. Et puis l'aide du Sahel qui est dans les kiosques ce jour parle d'enseignement secondaire, l'ère des vaches maigres pour les proviseurs. C'est l'un des grands titres du journal également ce matin. Le même journal parle aussi du Parlement avec une loi pour accroître la sécurité sanitaire des aliments en examen. En page 3 de ce journal, le journal s'intéresse aussi à autre chose. Parlant de l'élevage, 11 millions de petits ruminants à vacciner donc contre la peste, c'est à lire en page 6 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Toujours dans la presse, on va découvrir le journal Le Messager qui est dans les kiosques qui parle de la route Ntui-Mankim-Yoko. Pourquoi les travaux de bitumage s'embourbent? C'est une question en chantier depuis près de 2 ans. Ces tronçons routiers sont donc devenus un chemin de croix pour les usagers. Au banc des accusés, l'entreprise portugaise est en charge notamment de la mise en place ou de l'entretien, la construction même de ces différentes routes. Donc aujourd'hui, on observe tout cela en page 5 du journal qui parle également du football professionnel. Un congrès pour sauver Unisport du naufrage. La rencontre convoquée par le préfet du ONCAM a pour but de collecter des fonds pour la relance du club. C'est en page 11 du journal disponible dans les kiosques ce matin. On peut également découvrir aussi dans les kiosques plusieurs tabloïds, notamment Émergence qui s'intéresse à l'actualité. Parlant notamment de la présidentielle de la République avec notamment Franck Biya, prochain président, c'est une question, mais on observe simplement qu'à 47 ans, il est donc de plus en plus sous les feux des projecteurs et 10 experts s'expliquent donc, s'affrontent sur cette question. C'est à lire dans le journal Émergence disponible dans les kiosques ce matin qui parle également de la cour d'appel du centre, la demande de libération d'Ayoub Tabé rejetée, c'est ce que dit le journal Émergence et d'autres informations aussi à lire dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Le journal L'Équation parle donc de sécurité routière en Afrique. Le Cameroun expose sa politique au Maroc, donc avec notamment tout ce qui est fait et sur la conduite du ministre des Transports à Marrakech au Maroc, justement. On apprend que la délégation conduite par Marcelin Galibé a donc exposé le bienfait et les connaissances du Cameroun en matière de sécurité routière et attend de puiser également ce qui sera fait, ce qui est fait aussi du côté du Maroc. Ce sont les réalités à découvrir dans le journal disponible ce matin. C'est un dossier d'ailleurs que je vous invite à lire dans le journal L'Équation de ce matin. Le journal Cameroun Tribune qui est dans les kiosques parle de projets énergétiques avec des ambitions à la hausse. C'est ce qu'on lit dans le dossier proposé par le journal, la page 3, la page 7 et d'autres informations aussi. Le quotidien Le Jour parle des questions autour de la couverture santé avec également des faits qui sont déjà consacrés, qui sont concernés également par la population. L'implémentation même du projet censé améliorer le standard de vie des Camerounais est justement connaît par de multiples préalables. Donc au Cameroun, on observe justement qu'il y a encore des couacs. À quel moment les Camerounais seront assis sur ce projet
C'est également l'autre volet évoqué par le journal, un dossier à lire dans le numéro de ce matin. C'est le quotidien Le Jour qui parle aussi de la crise anglophone. Faut-il craindre l'enrôlement des enfants soldats? C'est une question. La réponse est à découvrir dans le journal qui est dans les kiosques aussi. Tout comme notre tabloïd que je vous invite à lire ce matin, c'est Mutation qui parle de Michel Biemton en prison pour outrage à Paul Biya. C'est un autre article à lire en page 5 et d'autres informations aussi dans le journal Mutation de ce matin. Et puis le Financier d'Afrique parle donc des marchés financiers. Le 5e emprunt obligataire du Cameroun souscrit à 138%, c'est ce que dit le journal, et avec également d'autres faits aussi, parlant du JICAM à l'école de l'intelligence économique du CAVI, c'est à lire dans le journal également ce matin. Le Fonds monétaire international relance bien entendu les négociations avec le Congo, c'est également contenu dans le journal, et le Financier d'Afrique de ce matin. Et puis Info Matin parle du gouvernement. Paul Biya en mode consultation, donc le chef de l'État fraîchement réélu s'isole dans son domicile, dans son bureau. En tout cas, c'est pour travailler sur le prochain gouvernement. Et c'est ce qui est contenu dans le journal et d'autres informations aussi que je vous invite à lire ce matin. Le quotidien de l'économie, pour sa part, parle d'alternatives, les petites et moyennes entreprises. Comment tirer avantage des marchés financiers? C'est aussi l'un des volets évoqués par le journal. Tout un dossier sur cette question également à lire. Et à faire lire aussi, d'autres informations sont également contenues dans le même journal. Le quotidien de l'économie, le soir hebdomadaire, parle de dotation spéciale avec le chef de l'État qui offre près de 50 voitures aux autorités administratives et le ministre Tanganyika qui a d'ailleurs remis le premier véhicule au gouverneur de la région du Sud-Ouest. Et comme vous le savez, donc celui-là qui a subi aussi quelques atrocités même des sans-foi-ni-loi qui secouent notamment les régions anglophones depuis quelques temps. C'est à lire dans le journal, le soir hebdomadaire de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce dernier jour de la semaine. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Ndongo, bonjour à tous les inconditionnels de ce programme du vendredi. Merci d'être là, comme tous les vendredis. En face, le papy, bonjour. Bonjour Flavien Balundongo, bonjour Georges Semé, bonjour. Bonjour Ibrahim. J'allais dire Ibrahim. Non, ça reste, c'est pas parti de toute façon. Bonjour téléspectateurs de Kinos Télévision, mais un bonjour spécial à un de nos plus fervents fans, le gouverneur de l'extrême nord, M. Midjiya Ouabakari, qui ne rate aucune de nos éditions. Oui, c'est un fervent. En tout cas, la presse, c'est sa passion, comme il l'a souvent dit. De toute façon, il faut lire, écouter et faire lire également le journal. La plupart des journaux reviennent également sur des faits que je vous aurai donc à découvrir ce matin. Mais intéressons-nous davantage à ce que propose le journal La Nouvelle Expression, qui parle donc de grandes opportunités. Pourquoi la décentralisation coince? Après l'annonce de Paul Biya, on observe que plusieurs années après, il y a également des faits qui ne sont pas concrets sur le terrain. Pourquoi ça coince? S'il fallait vous poser la question. Écoutez, la décentralisation, selon moi, ne coince peut-être pas, mais elle n'évolue pas au rythme souhaité par les collectivités territoriales décentralisées et toutes ces institutions. Elle va de façon méthodique. Voilà, et toutes ces institutions qui attendent que cette décentralisation soit bien évidemment effective. Elle a été lancée, je crois, en 2004 avec une loi d'orientation sur la décentralisation. Mais aujourd'hui, en 2018, il faut sérieusement se poser certaines questions sur son évolution. C'est vrai qu'il y a eu un important budget qui a été dégagé pour asseoir cette décentralisation. Je crois qu'en 2018, on est autour de 600 milliards de francs CFA, avec plusieurs compétences qui ont été transférées. Mais le quoi, c'est que lorsqu'on transfère certaines compétences, on ne transfère pas les ressources qui vont avec. Lorsque les ressources et les compétences sont transférées, il n'y a pas les ressources humaines en charge de dérouler cette décentralisation sur le terrain. Donc, il y a quelques points d'étranglement qui font que cette décentralisation ne se déroule pas comme il le faut. Mais je pense qu'avec cette nouvelle impulsion qui a été donnée, avec la création du ministère de la décentralisation qui ne sera plus rattaché au ministère de l'administration territoriale, on pourra peut-être arriver à de meilleurs résultats. Mais il y a toujours certains gros d'étranglement administratifs et techniques qui font que cette décentralisation n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière. Donc, elle est là. Elle n'est pas coincée, mais elle subit un certain ralentissement du fait de certaines contingences techniques, financières et administratives. Très bien. Lorsqu'on parcourt l'article également ce matin, on se rend compte qu'il y a quand même des points relevés par le journal. On parle de l'absence d'une stratégie nationale, d'une charte même de la décentralisation, d'un statut de l'élu local, d'un statut du personnel des collectivités territoriales décentralisées, entre autres faits évoqués par le journal. Et absolument inscrite dans la Constitution en 1996. Vous savez très bien que 22 ans après, elle était toujours en marche
comme a dit un ancien ministre de la décentralisation à qui on a posé la question, quelle est la marche? Bon, la marche... De façon méthodique. Méthodique, mais la marche, c'est à la vitesse, pas de la tortue, mais de la limace. Bon, seulement, ce qui est vrai et ce qui demeure certain, c'est que depuis la création du ministère de la décentralisation, on s'attendait à ce qu'il y ait un grand coup de frein, un grand coup d'accélérateur, on s'attendait à ce qu'il y ait une grande assise, on s'attendait à ce qu'il y ait une grande, véritable réflexion sur tout ce qui entoure la décentralisation, notamment les régions même, la forme de la décentralisation. Parce que les gens ne se leurrent pas, ça ne va pas être une décentralisation à 10 régions. C'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion qui doit être faite sur les régions même à décentraliser, maintenant sur le statut de l'élu local, c'est-à-dire sur tout ce qui va permettre la marge de cette décentralisation. Il n'y a encore rien qui est décidé. On parle du ministère de la décentralisation. On a même, jusqu'à un moment donné, même, il n'y avait que le ministre qui était nommé, il n'y avait même pas de personnel. Bon, ça avance tout doucement, ça avance trop doucement. On s'attendait à ce que, comme par exemple au ministère de l'administration territoriale, ou dès l'arrivée de M. Paul Tangandi, on a vu qu'il s'est comporté en véritable ministre de l'Intérieur, qui a pris à bras le corps les problèmes du ministère de l'Intérieur, et on a vu. Bon, maintenant, le ministre de l'administration, de la décentralisation, lui, il est en train de continuer à être bercé par l'attente des hautes instructions qui vont lui être données. Mais en réalité, il aurait dû impulser un grand dialogue, une grande palabre tendant à mettre sur pied une véritable politique cohérente de décentralisation, et ce qu'on va mettre dans le contenu de ce qui s'appelle décentralisation. Vous voyez que jusqu'à présent, il n'y a encore rien, et on continue d'attendre. Donc on pense que c'est une coquille vide en fait. Non, au départ c'était effectivement une coquille vide, parce que l'intention de créer ce gouvernement en mars 2018 était très bonne, parce que c'était une certaine réponse donnée à la crise anglophone et aux désidératas de ceux qui pensaient que l'État est très centralisé. Mais ce ministère, lorsqu'il a été créé en mars 2018, il a fonctionné au moins 4 à 5 mois sans organigramme. Alors, c'était... Sans personnel même. Sans organigramme, sans personnel. On lui a juste trouvé un local où il pouvait désormais s'asseoir, mais il n'y avait pas d'organigramme. Ce qui empêchait, bien évidemment, lui empêchait de remplir ses missions. Il ne pouvait pas remplir ses missions. L'organigramme, finalement, a été signé, je crois, il y a 3 mois. Et maintenant, on attend les premiers fruits de ce nouvel organigramme avec les missions précises qui lui ont été assignées. Mais je continue quand même de dire que même si on crée un département ministériel indépendant qui s'occupe seulement de la décentralisation, il y a d'autres pièges qui font que la décentralisation ne pourra pas se dérouler comme elle était espérée lorsque on a voté la loi sur la décentralisation en 2004. Il y a encore des particularismes dans certains tenants du pouvoir central qui ne veulent pas transférer leurs compétences aux organismes décentralisés. Mais également, il y a cette mobilisation des ressources qui ne suit pas toujours lorsque les compétences ont été transférées. Mais bien évidemment, ceux qui reçoivent la décentralisation devraient avoir le personnel adéquat pour gérer cette décentralisation. Mais là, je pense que ça, c'est une autre paire de manches. Et il y a également le volet de la mise sur pied des institutions de la décentralisation, comme le conseil régional, qui jusque-là se fait... Et les régions. Et les régions. Les régions. Quelles régions? Combien de régions? Parce que c'est ça le problème. Très bien. Alors, la nouvelle expression qui parle des grandes opportunités, pourquoi la décentralisation coince, mais évoque également quelques volets importants, parlant de l'absence d'une stratégie nationale, d'une charte même de la décentralisation, d'un statut de l'élu local, du statut également du personnel de collectivités territoriales décentralisées, entre autres. Vous aurez l'occasion de découvrir l'article en pages 8 et 9. De ce numéro. Le journal parle également, il y a d'autres sujets aussi, parlant notamment du journal Le Messager, qui s'intéresse à l'actualité, parlant des routes Ntui, Mankim, Yoko. On a évoqué déjà, le journal est resté dans sa logique depuis le début de la semaine, réuni sur les grands chantiers, les travaux, les routes abandonnées carrément. Pourquoi les travaux du bitumage sans bourbe? C'est une question que se pose le journal, mais en parlant de ces chantiers qui durent depuis 2 ans déjà. Aujourd'hui, ces tronçons routiers sont donc devenus un chemin de croix pour les usagers. Mais vous savez, le Messager a commencé il y a 2 semaines, comme vous dites, il va continuer, parce que des chantiers comme ceux-là qui sont laissés en jachère, il y en a plein. Et l'un même des plus douloureux, c'est celui de Maroua Koussiri, dont je vous ai toujours parlé ici, et qui lui fait, pour faire Maroua Koussiri, 287 km, on les fait en 12 heures. Dans les chantiers comme ceux-là, le Messager, moi je pense qu'il fait bien de faire une enquête, des reportages sur chacun de ces grands chantiers annoncés en grande pompe il y a 2, 3, 4, 5 ans, et qui jusqu'à présent peinent à être seulement à avancer. Donc,
en lisant cet article, on ne va pas faire passer cet article au scanner ici, on donne la possibilité au lecteur de lire ce qui empêche cet axe. Le constat fait par le journal. Voilà, cet axe d'avancer, mais c'est tout de même douloureux et on comprend que ça c'est un problème camerounais, ce problème des grands chantiers qu'on annonce, qu'on lance et ensuite qui s'embourbent. Voilà, qui s'embourbent et surtout avec la saison pluvieuse dans certaines parties du pays. Bien, vous savez, ça c'est une ceinture routière qui est extrêmement importante parce que lorsqu'on regarde les localités qui sont concernées, il y a au moins 3 régions qui sont concernées, la région du centre, de l'ouest, je crois, du nord-ouest. Je pense que la question de l'exécution des marchés routiers dans notre pays devrait bénéficier d'une responsabilité partagée entre les attributaires du marché et les exécutants du marché. Parce que l'État ne peut pas être dédouané lorsque un chantier freine. Pourquoi? Parce que lorsque l'appel d'offres est lancé, il y a un cadre légal qui régit les appels d'offres. Mais même à ce niveau, il y a certains goulots d'étranglement dans la passation même des marchés. Et lorsqu'il est attribué définitivement, pour l'exécuter, le décaissement des fonds même ne suit pas. Ce qui fait que la plupart des chantiers traînent aujourd'hui. On peut en citer des dizaines comme ça sur le triangle national. Lorsqu'il faut revenir maintenant aux prestataires du service de ce marché, je pense que parfois il n'a pas l'expertise technique pour accomplir cette tâche. Ou alors, il n'a pas la surface financière parce que dans les contrats qui sont passés entre l'État qui est le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, on demande un minimum de participation financière à celui qui exécute le marché. Mais généralement, lorsque le marché est mal ficelé, lorsque c'est fait d'une façon assez trouble, celui qui est en charge d'exécuter le marché ne dispose pas de cette capacité technique à le faire, mais la surface financière requise pour au moins entamer les travaux. Donc, je pense que c'est un tout qu'il faut responsabiliser l'État et les prestataires de services. C'est tellement pour ça que la route Manki Myoko traîne et qui traînent, ce sont les populations qui sont encore obligées, nos confrères d'un chemin de croix, voilà, ils sont obligés de payer le prix de cette traversée. Très bien, c'est en page 5 du journal Le Messager de ce matin. On va revenir sur la nouvelle expression qui parle des crises anglophones avec l'ONU qui envisage un plan de riposte. On a vu donc une forte délégation venue de l'étranger qui a séjourné au Cameroun en général et beaucoup plus dans la région du sud-ouest pour notamment toucher du doigt certaines réalités, même si une partie de cette équipe est restée, pour davantage suivre un peu, comprendre pourquoi et comment la situation peine à être estompée. Bien, je pense que si l'ONU a décidé de déployer une mission de 7 personnes au Cameroun et notamment dans les régions anglophones, c'est que cette situation la préoccupe effectivement. Ils sont arrivés à un constat simple qu'il y avait des violences qui persistaient. Et ils n'ont pas parlé des hostilités, mais ils ont parlé des violences qui persistaient entre les belligérants de cette crise. Ils ont également remarqué que les civils n'étaient pas protégés, qu'on privilégie plutôt les actions politiques et les actions armées que la protection des civils qu'on devrait pourtant protéger. Et finalement, ils en sont arrivés à demander que les violences cessent, mais qu'on instaure un dialogue entre les parties belligérantes. Et ça rame à contre-courant du discours du discours d'investiture du président de la République qui a qualifié les sécessionnistes, les entrepreneurs de la guerre. Et en disant que, bien évidemment, ils vont trouver en face d'eux une armée déterminée et une armée responsable. Donc, je crois que c'est une sorte de son dissonant entre l'ONU qui demande à l'arrêt des violences, l'entame d'un dialogue, et le président de la République qui continue de privilégier la méthode forte. Donc je crois que si l'ONU a déployé cette mission de 7 personnes au Cameroun et en est arrivé à la conclusion qu'il faut arrêter les violences et entamer le dialogue, c'est que la situation est certainement déjà préoccupante avec le nombre de morts qu'on observe, avec la destruction des biens et les déplacés. Et ils ont, comme vous le savez, demandé à ce que les civils soient davantage protégés parce que finalement, on se rend compte que les civils sont pris au centre de 2 feux et bénéficient d'une protection que eux, à l'ONU, ils jugent très très minimale. Camille, l'équipe de 7 membres a fait le point à Douala et estime que la situation est vraiment préoccupante. L'équipe de ces 7 membres s'est rendue dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest.
parce que vous savez très bien, vous connaissez la gesticulation et l'activisme des sécessionnistes au niveau justement de ces hautes instances mondiales, devant l'ONU, le Conseil de sécurité, tout ça, pour présenter leur situation comme si c'est eux les victimes, comme si c'est eux qui avaient la légitimité, comme s'ils étaient agressés par l'armée de la République du Cameroun. Moi, je pense que c'est une très très bonne chose que les experts arrivent ici, qui touchent la réalité du doigt et qui la vivent eux-mêmes. Parce que entre ce qui se raconte dans les blogs et dans les réseaux sociaux et la réalité sur le terrain, moi je pense que ces personnes qui ont l'habitude des conflits sur le terrain ont effectivement compris beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'en lisant la nouvelle expression, on réalise que l'un de ces experts a dit qu'il faut absolument que les enfants ne soient pas, il faut que l'école reprenne et que la quiétude s'instaure pour que les enfants ne soient pas enrôlés, dans les troupes armées. Et effectivement, on sait très bien comment ça se passe en Afrique. Ça démarre comme ça avec des jeunes qui paralysent complètement une partie d'État, avec des jeunes qui n'ont plus rien à faire, qui sont obligés de s'enrôler, soit de force, soit de bon gré, et on se retrouve dans une situation extrêmement intenable. Moi, je me félicite de ce constat de ces personnes qui ne sont pas venues marcher ici au Cameroun avec des œillères, parce que M. Dieng, l'un des leurs, a dit quelque chose de très sensé. Il dit que oui, il faudrait un dialogue, absolument, parce que tout conflit se termine par un dialogue. Mais le véritable problème ici, c'est d'identifier avec qui dialoguer. Parce qu'on sait très bien, et ne soyons pas hypocrites, on sait que c'est l'État du Cameroun qui a été agressé par des gens qui sont venus, qui ont pris des armes et qui sont bien tirés. Et qui ont complètement paralysé une partie du pays. Ce n'est pas l'État qui a attaqué. C'est les gens qui ont pris les armes pour attaquer l'État. Ça, c'est la vérité simple. Et que les sophistes entretiennent, du moins que les sophistes spécialisés font tout pour entretenir dans la tête et dans la tête de l'opinion internationale. Il fallait que ces personnes-là, qui ont l'habitude des conflits, il fallait que ces personnes descendent sur le terrain. Et moi, je pense que ces spécialistes de l'ONU ont compris. D'ailleurs, vous savez que chaque fois que l'ONU arrive à l'extrémité de pouvoir envoyer les troupes, c'est parce que l'ONU a vu que non, ça ne va pas, on ne peut plus faire autrement, il faut absolument venir en aide. Mais l'ONU, ces personnes de l'ONU ont trouvé que sur le terrain, le Cameroun dispose d'une armée professionnelle qui est là et qui est en position de défensive. Parce que ce n'est pas l'armée qui attaque. Donc, moi je pense que le périple qu'ils sont en train de faire au sud-ouest et au nord-ouest va permettre aux décideurs et à tout le monde, au monde entier de comprendre la réalité du problème du Cameroun. Et là, on va lire l'article dans le journal, ce matin, parlant notamment de la nouvelle expression, parlant des crises anglophones, l'ONU qui envisage un plan de riposte, c'est en page 3 de ce journal. Et puis Émergence, qui est dans les kiosques, c'est le quotidien privé bilingue, qui parle notamment de la présidence de la République. Franck Biya, prochain président, c'est une question, même si on observe qu'à 47 ans, il est de plus en plus au devant de la scène, et que 10 experts s'affrontent sur la question, selon le journal. Oui, c'est le traditionnel affrontement que nous présente à chaque fois le vendredi nos confrères d'Émergence. Et cette fois-ci, ils ont choisi de parler de l'avenir politique du fils du président de la République, Franck Biya. C'est vrai que c'est une question opportune. On a vu M. Franck Biya, lorsque son père votait à Bastos, il était en compagnie de lui. On l'a vu également lors de la cérémonie de gala d'investiture, je crois au palais. Certains me diront que c'est tout à fait normal, c'est presque chez lui. Mais ce sont des signaux qui ne trompent pas. Mais de là à dire que c'est lui à s'interroger si ce sera lui le prochain président de la République du Cameroun, je crois que c'est assez prématuré puisque nulle part la constitution du Cameroun ne prévoit que le pouvoir se transmet par filiation. Et le Cameroun, voilà, et le Cameroun, ce n'est pas encore le Gabon ou un autre pays où on a vu, ou la RDC par exemple, où on a vu le fils du père remplacer le père. Donc la constitution est très claire là-dessus, c'est par voie d'élection que le président est élu, et lorsqu'il y a vacances, c'est le président du Sénat qui a su la transition. Donc la question, si elle est importante et pertinente, elle reste, malgré ces signaux qu'on a vus ces derniers jours, elle reste quand même un peu inopportune. Alors, le journal est resté, en tout cas, sur cette position depuis le début de la semaine, en se posant d'abord la première question, et si c'était lui, le futur président de la République? Et cette fois, on parle également, si c'est lui, le futur président, il revient et pose cette même question avec 10 experts qui s'affrontent. Vous faites partie des experts aussi.
Non, je ne suis pas un expert, je suis un journaliste. Mais je suis un observateur et j'observe que le nom de Franck Biya devient comme une sorte de fantasme pour ce groupe de réflexion qui chaque week-end, chaque fin de semaine réunit des experts pour parler d'un sujet précis. Et coup sur coup, Franck Biya est au centre d'un débat que moi je trouve absolument saugrenu. Je le trouve saugrenu, on ne peut pas dire qu'il y a des signaux qui disent que Franck Biya peut être en ligne de mire, tout simplement parce que on l'a vu au défilé du 20 mai 2017, on l'a vu le jour du vote, on l'a vu à l'investiture. Mais attendez, vous voulez empêcher ce monsieur qui est Camerounais d'être là où se passent de grandes choses et d'être, comme dit Georges, c'est presque chez lui, ou d'être à côté de son père. Mais on dirait également qu'il s'imprègne aussi des choses. Oui, mais s'imprégner, il est à côté, il fait partie. Il est né dans cette atmosphère. Il est le fils de son père, mais seulement moi je voudrais vous rappeler que le Cameroun n'est ni le Gabon, ni le Togo, ni le Congo, ni la RDC. Et de deux, je vous ai toujours dit que M. Franck Biya, soit de sa propre volonté, soit de la volonté de son père, est resté très très loin des affaires de ce pays. On a vu Ali Bongo être ministre, d'abord conseiller de son père, puis ministre de la Défense pendant longtemps. On a vu Faure Adema, ministre de son père, conseiller spécial de son père. On a vu Kabila, qui était l'un des généraux de son père. Non, écoutez, le Cameroun n'est pas un pays où on peut parler d'une dynastie, où l'on peut estimer que si le président Paul Biya, après 36 ans, son fils peut prendre le relais. Ce fils, d'ailleurs, on ne l'a jamais vu dans aucune manifestation politique ou dans aucune discussion à caractère politique. Je ne vois pas pourquoi les gens sont en train de faire une sorte de danse de scalp autour de lui pour faire peur aux Camerounais ou pour tout simplement allumer l'imagination fertile de certains pour dire que non, il est en train de préparer son fils. Non, le Cameroun, c'est le Cameroun. Voilà. Le Cameroun, c'est un pays de toutes les curiosités, on pourrait y ajouter. Alors, parlant donc de ce journal Émergence, à côté de ce que le journal propose comme titre, comme grande une, Franck Biya, prochain président, c'est une question avec notamment 10 experts qui s'affrontent. Le journal parle également de la Cour d'appel du centre, la demande de libération d'Ayoub Tabé qui a été rejetée. Oui, je crois que c'est le moins dont on aurait pu s'attendre, puisque depuis le début de cette affaire au premier degré jusqu'aujourd'hui au second degré, il n'y a eu que des rejets de libération, de demandes de libération provisoire de Siseko Ayoub Tabé et 8 autres co-accusés dans cette affaire qui l'oppose avec l'État du Cameroun. Mais il faut quand même relever que nous sommes encore sur la forme, sur les questions de forme. On n'est pas encore entré dans le fond, c'est-à-dire dans l'examen des faits qui sont relevés contre Siseko Ayoub Tabé. Je crois que même s'il obtenait une libération, il aurait toujours comparu comme, c'est le mot à la mode, ces derniers jours, comparu libre. Mais la Cour d'appel du centre a préféré rejeter et malheureusement, je pense que ça s'enlise de plus en plus. Le droit demande à ce que lorsque vous perdez au second degré, vous êtes susceptible d'interjeter cassation, de pouvoir en cassation au niveau du 3e degré, et c'est certainement ce que feront les avocats de Siseko Ayoub Tabé qui vont certainement demander au niveau de la Cour suprême cette libération provisoire. Mais on ne se fait pas d'illusion qu'elle sera bien évidemment rejetée parce que l'État du Cameroun compte aller au fond de ce procès en maintenant M. Siseko Ayoub Tabé en détention jusqu'à la fin du procès. Donc il n'est pas question pour l'État du Cameroun de le laisser comparaître libre comme on le voit dans certains autres dossiers. La presse ne fait que relayer ce que la justice a donné comme verdict, en tout cas, la suite. La presse le relaie, mais la presse me donne parfois, certains journaux me donnent parfois l'impression de relayer et en soupirant, parce que en réalité, nous sommes dans une situation extrêmement grave, sérieuse. Tout ce qui se passe, tous les morts que l'on enregistre aujourd'hui dans le sud et dans le nord-ouest, le sont du fait de M. Ayoub Tabé, que l'on a vu dans les réseaux sociaux, dans les télévisions étrangères et dans toutes sortes de plateformes dire que leur pays, l'Amazonie, est ci et ça. Il avait même créé un drapeau, il avait créé des cartes d'identité, il a mis des moyens, et c'est parce que ce monsieur a pris la décision de créer son propre pays qu'on en arrive là aujourd'hui où les gens meurent tous les jours, les enfants sont égorgés, les femmes, les villages sont désertés parce que M. Siseko Ayoub Tabé et ses amis ont décidé de créer leur propre État à l'intérieur du Cameroun et et seulement, ce que les gens doivent savoir, c'est que s'ils ont été arrivés tout à côté, où ils étaient d'ailleurs en train de former leurs troupes, c'est grâce d'abord à la collaboration du Nigeria qui sait très bien qui sait d'abord ce qu'il doit au Cameroun par rapport à une situation similaire qui était annoncée dans les années 60 avec la guerre du Biafra, où il y a une communauté
Ibo qui a décidé de créer son propre État. Et le Cameroun, si le Cameroun n'avait pas refusé de laisser un corridor sur son sol, peut-être même que cette guerre aurait eu des conséquences encore plus graves. Mais parce que le Cameroun a eu une influence certaine, cette guerre ça a été gagnée par le Nigeria. Maintenant, le problème des avocats d'Ayoub Tabé, ils sont en train de faire du formalisme et du juridisme. Ils ont le droit de demander la mise en liberté provisoire, mais ils disent qu'ils demandent la mise en liberté parce qu'ils ont été arrêtés de façon illégale dans un autre pays, et c'est pas comme ça qu'on devait les arrêter. Mais ils oublient que même ils sont des Camerounais. Ils oublient que s'ils avaient des enfants qui avaient été tués par des sécessionnistes, je ne pense pas qu'ils réfléchiraient comme ça. Donc le procès, je l'ai dit, on en est au niveau justement de la forme. Est-ce que le Cameroun les a arrêtés de manière illégale? Est-ce que leurs droits auraient été violés en se faisant arrêter à ce niveau? On ne se fait pas d'illusions, parce que le vrai fond du dossier, c'est ce qu'on leur reproche. L'instruction n'est pas encore ouverte, parce que même si on dit que... Vous voulez que le tribunal et la cour d'appel disent que non, oui, c'est vrai, le Cameroun vous a arrêté, vous a pas arrêté chez vous, vous n'aviez rien fait là-bas, et puis on vous a amené ici, cagoulé, tout cela, c'est pas normal, ok, on vous remet en liberté, et après... Non, en fait, le véritable problème, le procès Ayoub Tabé n'est pas encore ouvert, le dossier n'est pas encore ouvert, il y a une instruction, il y a des enquêtes, on va recouper, il y a tellement d'éléments qui vont faire que ce procès ne peut pas se terminer comme ça en eau de boudin, parce que les avocats sont en train de demander une mise en liberté provisoire, alors qu'il y a des faits extrêmement graves qui sont reprochés à ces personnes. Alors, c'est à lire dans le journal Émergence ce matin, parlant de la Cour d'appel du Centre, la demande de libération d'Ayoub Tabé qui a été rejetée. Vous pourrez donc lire l'article si vous faites un tour dans les kiosques ce vendredi. Alors, Mutation, qui est dans les kiosques ce matin, parle donc de Michel Biem Tong, qui est aujourd'hui en prison pour outrage à Paul Biya. Oui, je crois que c'est contenu dans l'article 154 du nouveau code pénal de 2016 et c'est un fait extrêmement grave. Nous sommes solidaires de notre confrère qui, après l'affaire Bimufo, a été lui également écroué à la prison de Kondengi. Je crois qu'il est passé au tribunal hier ou avant-hier et malheureusement il a été mis sous mandat de dépôt. C'est un fait triste pour la presse puisque nous sommes enclins à plusieurs pièges. D'abord, la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité de 2010. Elle décèle en elle plusieurs pièges qui font que le journaliste devrait s'en imprégner avant d'exercer son métier. Nous avons également la loi portant répression des actes de terrorisme qui a été fortement décriée par toute la communauté de la presse comme étant une loi liberticide qui freine l'exercice de la profession de journaliste. Et certains confrères, en l'occurrence l'affaire Rodrigue Tonguet et Bolé et consorts, sont malheureusement tombés sous le coup de cette loi portant répression des actes de terrorisme. Mais nous avons également le Conseil national de la communication qui veille pour que le traitement de l'information soit fait de façon déontologique et professionnelle. Malheureusement, malgré ces pièges, certains de nos confrères ne comprennent pas qu'il faut les éviter. Pour la petite histoire, j'ai eu une conversation avec Michel Biem Tong à travers les réseaux sociaux, alors qu'il avait posté, il avait fait un post extrêmement incendiaire, un énième post extrêmement incendiaire. Je lui ai rappelé que ce n'était pas ça le rôle du journaliste et que là, il a fauté, qu'il devrait se prendre. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'ordre à recevoir de moi. Je n'étais pas le seul, d'ailleurs, il y a plusieurs témoignages qui concordent contre lui. Il a dit que je n'avais pas d'ordre à lui donner et que lui, il était un journaliste engagé et qu'il fait ce qu'il veut. Alors, je lui ai rappelé qu'il n'y avait pas un métier qui s'appelle journaliste engagé. Soit on est journaliste, soit on ne l'est pas. Et vous savez qu'il s'est illustré par des dizaines de publications en défense, a-t-il dit-il souvent, des prisonniers politiques. Et il n'a fait que ça, dit qu'il faut libérer Vamouké, il faut libérer Olangena, il n'a rien fait du tout. Et avec les élections, la mouvance de positionnement lors de la dernière élection présidentielle, il s'est également jeté dedans, pieds et corps liés, en faisant des posts tout à fait incroyables. On le lui a rappelé et on a attiré son attention sur son rôle de journaliste qu'il devrait jouer. Et il nous a encore rappelé une fois que si on n'était pas content de ce qu'il fait, qu'on allait se faire cuire en œuf. Si vous vous amusez, je vais vous bloquer. Voilà ce qu'il nous a dit. Et malheureusement, il a été interpellé et finalement écroué en prison. Nous sommes solidaires d'un confrère, nous sommes moralement avec lui, mais nous pensons quand même que dans l'exercice de notre profession, il faut d'abord appréhender les pièges qui nous sont tendus par cette armada, par cette machine
judiciaire, mais également il faut respecter les canons de notre métier. Et je crois que c'est pour n'avoir pas respecté ces canons que notre confrère se retrouve aujourd'hui écroué à la prison. Alors Camille, c'est quand même un journaliste qui est en prison. Georges Semen, vous avez présenté la réalité de ce qui est reproché à bien temps. Contrairement aux grands titres, aux grandes aspirations, un journaliste en prison. Moi, je pense que je parle beaucoup de langues, mais je ne parle pas la langue de bois. Et je crois que je pense qu'il faut dire la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des journalistes, il y a des activistes, il y a des journalistes engagés. Et ce n'est pas parce que certains se prennent pour des activistes ou des journalistes engagés sur les réseaux sociaux dans lesquels ils pensent avoir la liberté de tout dire. Moi, je ne peux pas être solidaire d'un cas comme celui-là, où on peut se permettre d'insulter le chef de l'État, ou d'insulter le Cameroun, ou d'insulter des forces de défense, ou de dire des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Moi, ce n'est pas du journalisme. La mission du journaliste, c'est d'informer, d'éduquer et d'éclairer, et pas de prendre des positions incendiaires. Moi, je dis donc qu'un journaliste, et les différents journalistes qui sont arrêtés, bien temps, c'est pour un activisme incendiaire, comme vous l'avez dit, mais l'autre qui a été arrêté à Bafoussam, avec des tracts tendant à combattre le hold-up électoral. Et l'autre, non, moi je pense que c'est pas parce qu'un journaliste est arrêté qu'il a forcément raison. C'est pas parce qu'un journaliste est arrêté qu'on doit le défendre à eux et à dire. Le journaliste, la première je pense, qualité du journaliste dans l'exercice de son métier, c'est la responsabilité. Et quand on ne peut pas être responsable, on ne peut pas travailler dans le sens de la responsabilité, à ce moment-là, on va comprendre à son corps défendant que la liberté a des limites. Et la liberté de la presse, la limite de la liberté de la presse, c'est la loi. Et quand on ne connaît pas la loi, forcément on en paye les frais. Moi je dis qu'un journaliste en prison, il faut d'abord savoir pourquoi. Vous l'avez dit, au moins vous avez levé l'équivoque. Vous n'êtes pas resté dans un emballage vaseux pour dire que non, liberté de la presse, musulmane. Non, il a posé un certain nombre d'actes qui font que il a violé la loi. Et à ce moment-là, moi je ne peux pas le soutenir en disant que libérez-le, alors qu'il a violé la loi. Alors qu'à vous, Georges Semen, il vous avait dit que si vous n'êtes pas content, sautez et calez en l'air. En tout cas, c'est un journaliste qui est donc en prison, Michel Biemton, en prison pour outrage au président, à Paul Biya notamment. C'est ce que dit Mutation ce matin. Alors, nous allons sortir de ce programme dans quelques instants. Le temps pour nous de dire un mot sur l'aide du Sahel qui parle de l'enseignement secondaire, l'ère des vaches maigres pour les proviseurs. On a évoqué le cas de cette opération qui a été menée depuis la rentrée, c'est-à-dire le transfert des frais d'inscription et bien entendu des frais de dossier par méthode telle qu'on connaît, électronique. Donc aujourd'hui, Madame la ministre dit être satisfaite en tout cas de cette formule, parce que même si ce n'est pas à 100%, il y a quand même que on n'a pas vu les chefs d'établissement toucher cet argent de leurs propres mains, parce que comme ça a souvent été le cas. C'est une information qui date de juin 2018, je crois, avec la signature entre le ministère des enseignements secondaires et certains opérateurs de téléphonie mobile de cet accord qui transférait désormais la perception des fonds d'examen et d'inscription à ces opérateurs de façon électronique. Elle a été remise au goût du jour avec la célébration hier de la journée de la philosophie et nos confrères de l'Heure du Sahel ont titré à juste titre « L'air des vaches maigres » pour terminer pour les l'air des vaches maigres pour les proviseurs. L'air des vaches maigres, pourquoi? Parce que désormais le maniement de cet argent ne passera plus entre les mains de ces proviseurs, tout simplement. Soit les proviseurs, soit les intendants. Ce sera désormais soit des élèves, soit des parents directement aux sociétés de téléphonie mobile. D'abord, la ministre l'a expliqué, c'est d'abord pour des soucis de sécurisation des fonds publics, mais également c'est pour permettre que le processus même de paiement soit un processus fiable. Et je partage tout à fait le point de vue parce qu'on a quand même assisté à beaucoup de dérives dans ces transactions qui s'opéraient dans le paiement. Les chefs d'établissement sont en prison pour avoir... Exactement, donc je pense que c'est une bonne idée, même si son accueil a été très mitigé. Ça permet au moins de sécuriser les fonds publics, mais ça permet également une certaine fluidité dans le processus de paiement de ces deux frais. Les vaches maigres, oui. Et ils sont payés, ils reçoivent des salaires. Et ce n'est pas par les frais
d'examen de dossier ou alors d'inscription qu'ils vont s'enrichir. Et tout le monde sait que lorsque vous trempez dans la caisse de l'État, vous êtes passible d'une peine d'emprisonnement. Donc, il ne s'agit pas de vaches maigres dans lesquelles les proviseurs seront plongés. Il s'agit justement, simplement, de recadrer un tout petit peu quelque chose qui était devenu objet d'enrichissement illicite, d'enrichissement personnel et de dérives. C'est une bonne idée pour moi et ceux qui pensent que c'est une très très mauvaise idée ont tort parce que ça permettra de sécuriser les fonds publics, mais ça permettra également aux élèves de mieux sécuriser leurs fonds et à l'État également de mieux sécuriser leurs fonds. Un parent faisait le constat en disant que les chefs d'établissement n'ont pas renouvelé leur parc automobile cette année. Non, c'est des histoires, c'est des histoires. Moi, je pense que les vaches ne sont pas si maigres que ça. Les chefs d'établissement ne s'enrichissaient pas sur les frais des examens, non. Ils s'enrichissaient, ils prenaient beaucoup d'argent sur les élèves qui devaient entrer en 6e, qui s'inscrivaient. C'est là-bas qu'il faut regarder les vaches maigres. C'est pas à ce niveau qu'il faut. Ceux qui se faisaient prendre dans cette affaire-là, c'était des malades ou des fous. Mais il y en a, on connaît des centaines de proviseurs qui savent très bien que, qui ont des réseaux dehors, combien d'élèves en 6e, combien d'élèves en seconde, combien d'élèves en terminale et tout. On sait que c'est de ce côté-là que les vaches sont grasses. Très bien, merci à vous chers messieurs. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end. La presse est disponible dans les kiosques. Vous auriez donc à faire un tour à l'instant pour vous procurer ces différents tabloïds. Il y a vendredi soir. Bien sûr, il y a vendredi soir. Bon vendredi à vous. À lundi, 9h15.